aujourd'hui, plus que tout autre, aurait des prédispositions à faire la teuf, comme on dit vulgairement. La question du divertissement se pose au XIXe siècle. On s'ennuie à Lausanne, plus peut-être qu'ailleurs. Le seul musée de la ville va être ouvert en 1848. C'est un musée issu de l'académie, Lausanne Ville Académique, ville d'étudiants, avec sa cité qui domine, cette culture qui domine la partie basse, et où va se développer autour des cabinets des professeurs, des collections spécifiques des professeurs, ce qui sera plus tard le musée de botanique, le musée de géologie, le musée d'histoire. Mais les Lausannois n'y vont pas spécialement, on ne va pas au musée au XIXe siècle, on ira plus tard, plutôt au XXe. On peut y aller, on peut payer en moyenne en finances pour aborder ces 3 salles d'exposition, mais c'est plutôt un lieu d'éducation plus que de culture. Alors il y a la cathédrale, effectivement, vous devez penser que les gens quand ils viennent à Lausanne, ils font comme aujourd'hui, ils vont visiter la cathédrale. Effectivement, elle est indiquée sur tous les guides culturels de l'époque, mais la fréquentation des musées comme des monuments historiques ne fait pas du tout partie de la culture de l'époque. Pourtant, il existe des musées, même au XIXe siècle, et le Louvre a été ouvert dans la période de la Révolution française. Donc, dans certaines villes, on a quand même l'habitude déjà d'aller au musée. Mais à Paris, on préfère un autre type d'exposition, et ça va peut-être vous surprendre, c'est d'aller voir les cadavres à la morgue. La morgue est un spectacle, dira Zola et Thérèse Raquin, la morgue est un spectacle à la portée de toutes les bourses, que se payent gratuitement les passants, pauvres ou riches. Il attire parfois plusieurs milliers de visiteurs par jour. La porte est ouverte à qui veut, il y a des amateurs qui font un détour pour ne pas le manquer, pour ne pas manquer une seule de ces représentations de la mort. Et Jules Renard, quelques années plus tard, notera dans son journal, le 28 février 1895, « Passer à la morgue aujourd'hui après déjeuner, vu 3 nobles cadavres bien arrangés, sur leur couverture noire, et numérotés, la bouche ouverte, la barbe et les cheveux peignés. Ils ont l'air de dormir. » Donc, c'est quelque chose qu'on a totalement perdu, et l'interdiction sera faite d'accéder à la morgue de Paris à partir de 1907, mais jusqu'à cette époque-là, pendant tout le 19e, la morgue est ouverte à tout le monde. C'est le seul moyen d'identifier les cadavres, donc pour des raisons légales, on y va, on ne fait pas encore de photos, et puis dès le moment où on va créer la photographie judiciaire, on n'ira plus. Mais on y va en famille, on y va avec les enfants le dimanche, et on peut faire la queue pendant des heures pour parvenir à entrer. Ce spectacle ne fait pas non plus partie, pas plus que les musées, de l'intérêt des Lausannois. Pourtant, le sordide plaît aux Lausannois, et à partir de 1856 vont venir à Lausanne des panopticums. Alors vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un panopticum, c'est un musée de cire. Le premier vient de Florence, il s'installe à l'Hôtel du Cygne, dans la partie côté de Bel Air, le Maupas, et on vient présenter des pièces anatomiques, des corps sculptés en cire, etc. Pendant une période, c'est ouvert à tout le monde. À partir d'une certaine date, on l'interdit aux enfants parce qu'on se rend compte que ça peut être traumatisant. D'autant qu'avec l'apparition de l'électricité, on va reconstituer l'agonie de Gambetta. On va faire une statue de Gambetta en cire et puis on va le brancher sur l'électricité, puis on le verra soubresauter sur sa couche. Ça plaît beaucoup aux Lausannois pendant une période. Donc entre 1856 et 1910, on aura chaque année des musées de cire comme ça qui viennent présenter des horreurs avec des messieurs en blouse blanche. Vous connaissez l'impact des messieurs en blouse blanche. On ne peut pas vous vendre un dentifrice à la télé sans vous mettre un monsieur en blouse blanche qui vous fait croire que médicalement c'est très bien d'utiliser Palmolive ou Elmex. Alors c'est la même chose, dans les panopticums on met des messieurs en blouse blanche très solennel et on fait croire que c'est des expositions scientifiques. Il n'en est rien évidemment. Ça va disparaître en 1910 parce que ça coûte très cher et puis les forains n'arrivent pas à renouveler leur stock de poupées, donc les Lausannois en ont ras-le-bol de payer pour des trucs qu'ils ont déjà vus. Mais ça reviendra 10 ans plus tard avec le Grand Guignol qui viendra donner des représentations à Bel Air et qui est le théâtre de l'horreur. Donc, indépendamment de ces choses-là, on peut aller faire des promenades au XIXe siècle. Alors, on va à Montmenon, c'est une promenade très appréciée.
mon nom apparaît comme une zone très périphérique à la ville de Lausanne, qui s'arrête à Saint-François. On va à Sauvablin par un chemin très escarpé, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de chalet, mais on monte et puis on va voir le panorama, ça fait un but de promenade. On descend aussi au bord du lac, parce que faire les chemins de vigne, on arrive au petit hameau de Douchy, et puis là on a une vue assez bucolique, assez romantique sur le lac Léman, sur les montagnes, sur les bateaux à vapeur qui ont commencé à circuler à partir de 1800, dans les années 20, 1823 ou 27, et puis qui vont être un argument touristique intéressant pour la ville de Lausanne. Mais ça ne concerne évidemment pas le menu peuple qui n'a pas les moyens de se payer des divertissements, parce que le moyen de divertissement coûte à peu près l'équivalent d'une journée de travail. Donc, et puis les gens ont des journées très longues, donc le soir ils n'ont qu'une envie, c'est de se reposer. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va un peu au billard. Il y a 11 établissements de billard en 1832 et apparemment c'est très rentable, c'est très fréquenté. Et parfois le samedi on va au bal. Il y a beaucoup de bals qui sont organisés, des bals annoncés dans la presse et probablement des bals qui ne sont pas annoncés, qui se font comme ça à la bonne franquette et qui doivent être beaucoup moins chers. Parce qu'un bal annoncé dans la presse, quand on a les prix, c'est 3,45 francs pour un cavalier avec sa dame, 2,50 francs pour un cavalier seul et 1,50 francs pour une dame seule. Il faut pour l'époque multiplier par 15 pour avoir l'équivalent des prix actuels. Alors il y a le théâtre, il y a bien un théâtre à Lausanne. Jusqu'à la fin du XVIIIe, on a eu du théâtre éphémère dans des bâtiments transformés pour une occasion, l'hôtel de ville, des bâtiments construits à la Madeleine pendant quelques années. Puis le premier théâtre en dur va se construire en 1804 au bout de la rue de l'Angalerie, donc dans le prolongement du pont Bessières, un tout petit peu là derrière, juste avant la descente sur Montpau, au coin de la rue Marteret. Et c'est un lieu, il faut voir les théâtres pas comme des lieux de saison comme aujourd'hui, où vous avez un organisateur qui dit bah, je vais monter ça, et qui essaye de faire une saison cohérente. Non, là c'est des gens qui s'annoncent, des troupes itinérantes, que des Français, qui s'annoncent à la ville, qui demandent une autorisation. La ville s'intéresse à deux éléments. Est-ce que le plafond ne va pas tomber sur la tête des spectateurs, ce qui ferait qu'on interdit les représentations, et ça arrive très souvent. Parce que comme le théâtre est déficitaire, on n'arrive pas du tout à entretenir les bâtiments. Et puis la deuxième chose, est-ce que la moralité est préservée? Donc s'il y a un doute, on va faire couper le titre, on va faire couper dans les œuvres, etc. Mais en général, c'est plutôt la question de sécurité qui occupe la municipalité. Alors il y aura des spectacles extrêmement hétéroclites. On va faire un petit peu d'opéra, on va faire un petit peu de théâtre, on va faire de la magie, on va faire des attractions. Enfin, c'est les gens qui viennent, qui ont besoin de cette salle et qui la louent. Et puis en 1826 va s'ouvrir une deuxième salle. C'est la salle du Casino Théâtre. Alors cette salle-là qui n'existe plus, qui a été à la fin du 19e siècle le tribunal fédéral, se trouvait au bout de la place Saint-François. Si vous voyez la place Saint-François à l'est, vous avez l'entrée de la promenade derrière Bourg, et entre la promenade et l'église, à peu près là où il y a la BCV, mais au milieu de la rue qui n'est pas une rue à l'époque, il y avait un bâtiment avec un fronton néo-romantique, néo-classique, et toute la partie sud de la place n'était pas accessible parce que c'était des maisons, c'était des murs, c'était des restes de couvents, donc on ne passait qu'au nord de la place Saint-François. Donc là il y avait des bâtiments, il n'y avait pas de rue, l'avenue du théâtre n'existait pas, puis il y avait cette promenade, puis au bout de cette promenade ce théâtre. Ça s'appelait le Casino Théâtre, on y faisait à peu près la même chose que dans le théâtre, c'était une salle encore moins confortable, plus petite, c'était une sorte de salle polyvalente qui n'était pas bonne à rien, comme on dit aujourd'hui, mais mauvaise pour tout, comme aurait dit Pagnol. Les prix pratiqués sont les mêmes que ceux de la salle de Marteret. On n'y va pas quand on n'a pas beaucoup de sous, d'abord parce qu'on n'a pas la culture et pas l'intérêt d'y aller, parce qu'on est fatigué le soir et parce que ça coûte cher. Et puis les rues qui sont mal éclairées, les pavés qui sont inégaux, rendent la déambulation, une fois la nuit tombée, assez difficile, assez dangereuse.
il faudrait y aller avec des coches, avec des fiacres, donc les pauvres ils y vont à pied, et puis c'est pas du tout confortable. Le gaz n'arrive à Lausanne qu'en 1846, il ne va pas y rester très longtemps, il va y rester une trentaine d'années, puis à partir de 1882, on va commencer à mettre les premières installations électriques. Il faudra au moins 30 ans pour que la ville soit éclairée électriquement. Donc tout le 19e est un siècle d'obscurité physique, d'obscurantisme aussi, mais surtout d'obscurité. Alors les ponts, celui-là arrive en 1908, le suivant, le grand pont, arrive en 1844. Effectivement, le grand pont, le pont Bessières, c'est 1909, 1908 par le retour. Donc il n'y a pas ça, la circulation est difficile de ça. Oui, mais à partir de 1844, comme on fait le grand pont, on peut avoir un projet urbanistique un peu intéressant. C'est d'ailleurs aussi ce qui va expliquer qu'on va faire un théâtre, parce que comme il ne se passe rien à Lausanne, il faut essayer de retenir les gens pour avoir au moins des ressources indirectes. Je vais revenir sur l'affaire du désenclavement de la ville qui arrive dans la partie dont je voulais vous parler maintenant, c'est le boom des années 60. La municipalité de Lausanne doit faire face à un développement exponentiel de la ville à partir des années 60 et son désenclavement à partir de 1855. Pourquoi 1855? C'est simplement qu'on a construit une gare. Il n'y avait pas de gare avant et la gare va modifier pas mal de choses. La démographie va s'emballer. En 1803, on a 14 000 habitants à Lausanne. C'est vraiment une toute petite ville. En 1870, on en a 26 000. Ça a à peu près doublé. En 1900, on en a 47 000. Et puis en 1910, 64 000. Donc on a vraiment une montée de la démographie. La gare inaugurée en 1855, on n'a pas de rue pour rejoindre la ville. Il y a le petit chêne, mais la rue de la gare n'existe pas. On va devoir. Oui, il y a la rue de la grotte qui monte, mais plus haut, mais on n'a pas de transversale comme la rue de la gare. Tout ça, c'est des sentiers au mieux. La gare va rapprocher les distances. Jusqu'à ce moment-là, il fallait 6 heures pour revenir en diligence de Genève. Avec la construction du chemin de fer, on va diviser les distances par 4. Il ne faudra plus qu'1 heure et demie. Ce qui va augmenter les contacts entre les deux villes. Mais de désenclaver une ville, de la développer, l'urbanisme, de l'apparition de l'éclairage électrique, tout ça, on est encore dans un grand boom sur plusieurs aspects, ça coûte cher. La ville est engorgée, justement, comme vous le disiez, on n'a pas de pont, il faut redescendre dans le fond, il faut remonter de l'autre côté. Il faut voir que le Flon, qui est encore une des zones les plus polluées de la ville, pour des raisons de concentration des gaz d'échappement, est une zone absolument putride au XVIIIe et XIXe siècle, parce qu'avec la rivière, on a mis des moulins. Alors, en bas, on a les abattoirs, et en haut, on a des tanneries. Ça dégage des odeurs absolument effrayantes, les gens meurent assez rapidement ici. Les loyers sont 3 fois moins chers que dans d'autres quartiers, mais les gens vivent très peu de temps dans ces quartiers-là, enfin ils meurent très jeunes. Donc effectivement, l'arrivée d'un pont va amener une autre dynamique. La construction du grand pont en 1844 va désenclaver la partie Bel Air, qui est une partie malfamée. Le Maubourget, le mauvais bourg, le mau pas, le mauvais pas, ce sont des zones très populeuses, très populaires, où les bourgeois ne s'aventurent pas. Avec des cafés fréquentés par le peuple, ils ne sont pas plus dangereux qu'ailleurs, mais on n'aime pas y aller. En plus, encore moins quand il faut descendre dans le trou et remonter de l'autre côté. Au niveau financier, la dette communale va passer d'1 million à 2,23 millions entre 1850 et 60. Là, toujours, on multiplie par 15 à peu près. En 1850, vous multipliez par 15, en 1860, vous multipliez par 10. Donc, on est quand même à 22 millions. Ça paraît ridicule aujourd'hui pour la ville de Lausanne, mais à l'époque, c'était quand même énorme. On avait une gestion protestante des affaires publiques. Et quand on payait quelque chose au niveau du public, c'est comme si on sortait de sa propre poche. Ça a un peu changé, ça, c'est les mentalités. Mais à l'époque, c'était vraiment la mentalité vaudoise.
Les impôts vont donc être augmentés. Ils étaient, en 1860, ils sont à 2,30 francs et ils vont passer à 6 francs en 10 ans. Donc c'est très peu les impôts, on perçoit très peu du public, ça aussi, ça va évoluer. Mais ça ne suffit pas, il va falloir développer l'offre touristique pour essayer de retenir les hôtes de passage. Beaucoup de gens passent à Lausanne, mais on n'y reste pas. Alors la question du théâtre, le théâtre a fermé en 1859, le théâtre de Marteret. Dès lors, il n'y a plus de théâtre à Lausanne. Et c'est un peu ce que je raconte dans ce bouquin-là. Plus de théâtre à Lausanne, ça veut dire qu'il n'y a plus de divertissement et qu'on va perdre la culture du théâtre. Les quelques personnes qui y allaient, enfin les gens nantis, n'iront plus, ou ils vont aller à Genève, ce qui est quand même compliqué, ou à Évian, ou se déplacer. Et on va perdre cette culture du théâtre. La municipalité va se poser la question d'une reconstruction d'un bâtiment, mais évidemment, il n'est pas question que ce soit un bâtiment communal. Un petit comité va se créer au moment de la fermeture. En fait, Marteret ferme parce qu'il est devenu tellement insalubre qu'on ne peut plus organiser de représentation. Il faut dire qu'en 1958, le propriétaire, qui s'appelait Rouge, a eu une crise de démence après s'être fait mordre par un chien enragé. Il est monté dans son grenier et il s'est suicidé. Du coup, le théâtre a donné à sa femme qui n'avait absolument aucune vocation de gérer cet espace et le bâtiment était voué à la démolition. Et heureusement est arrivée l'église libre. Eux, ils avaient besoin d'un deuxième lieu de culte, ils avaient les terreaux, qui étaient trop petits, et ils ont décidé de racheter ce bâtiment. Je les suspecte un tout petit peu d'avoir acheté ce bâtiment pour que ce ne soit plus un théâtre. Parce que l'église libre n'aimait pas du tout le théâtre. Les protestants non plus. Hein. Pardon ? Les protestants non plus. Non, mais alors les libristes encore plus. Pourtant, Vinet, qui avait été à Bâle comme prof de gymnase, connaissait parfaitement le théâtre, et quand il est arrivé à Lausanne comme prof de philosophie, il a dû se positionner par rapport à ça, et il a déterminé que le théâtre était fait pour être lu, mais pas pour être joué. Parce qu'il y avait une exacerbation des passions, même si le théâtre était très bien, c'était des mélodrames, c'était des belles pièces, on exacerbait les passions des gens, et quand ils seraient confrontés à la douleur en direct, ils seraient blasés. Donc il n'allait pas soulager. C'est comme une Absolument. Alors tout de suite, on se pose une série de questions. Qui c'est qui va financer un théâtre? Est-ce qu'il va être public ou privé? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'il faut voir grand ou petit? Et puis, où est-ce qu'on pourrait bien construire un théâtre à Lausanne? Les membres du comité sont des notables. Pour la plupart, ils sont investis dans la vie de la cité. La municipalité est donc assez facile à convaincre. Elle ne va pas être proactive, mais elle ne va pas faire d'opposition. Elle ne sera en tout cas pas hostile, ce qui est déjà beaucoup dans le contexte moraliste de la Lausanne de l'époque. Donc, la question du privé et du public ne va pas se discuter, ce sera forcément privé. La commune s'investira raisonnablement. Elle ne veut pas s'embarquer dans des dépenses éhontées, mais elle s'engage à payer un tiers du montant de construction pour autant que les ressources privées financent les deux autres tiers. Et puis, elle va fournir le terrain. Enfin, les choses ne sont pas encore tout à fait déterminées, mais ce sera assez facile d'obtenir le terrain payé par la ville. Alors, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un théâtre à Lausanne? À cette question, le protestantisme local répond clairement non. Alors il y a un paradoxe dans l'opposition des doctrinaires des libristes au théâtre et l'intérêt que lui portent les libéraux. Tous les libéraux ne sont pas libristes, mais tous les libristes sont libéraux. Et l'essentiel des personnes investies dans la question du théâtre sont des libéraux. C'est plutôt des radicaux que vient l'hostilité. Il y a donc à ce moment-là une série d'intérêts supérieurs qui dépassent la morale en brute. Ces intérêts sont un intérêt social. La plupart des villes suisses de l'époque sont dotées de théâtres. Souvent des mauvais théâtres, mais il y a des théâtres, il y a des salles de spectacle, même des villes de plus petite dimension. Lausanne n'a quand même pas envie de rester à la traîne.
un théâtre peut être considéré comme un outil d'enseignement. En tout cas, c'est un des arguments qui est brandi par un certain nombre de personnes qui défendent la construction d'un théâtre. À quoi les opposants répondent que c'est quand même plus important de construire des classes où on puisse accueillir les enfants qui ne peuvent pas y aller plutôt que de construire un théâtre pour les enfants qui vont déjà au théâtre, qui vont déjà en classe. L'argument est imparable et c'est un argument qui va être utilisé pendant une dizaine d'années. D'abord, il y a d'autres urgences. Tous les opposants diront il y a d'autres urgences, il faut endiguer la pauvreté, il vaut mieux acheter une paire de chaussures pour que les enfants ne soient pas obligés d'aller à pieds nus à l'école, etc. Deuxième raison, une nécessité économique. Je vous ai dit qu'on s'endettait à Lausanne, qu'il fallait trouver des moyens d'attirer du monde, construire des hôtels, de rendre Lausanne attractif pour que les gens y restent. Et puis, on a quand même l'idée de faire des grands travaux pour fluidifier le trafic déjà à l'époque. Et donc, avec la percée du Grand Pont, on a décidé de faire une petite ceinture. C'est la petite haussmannisation lausannoise, qui est une ceinture qui va passer autour de la cité. Donc, rue Aldimont, tunnel qui va être creusé, ce qu'on appelle la Solitude et qui s'appelle aujourd'hui César Roux. Puis après, on redescend par la Caroline, on revient sur Saint-François, puis on rejoint le Grand Pont. Donc, on a là une possibilité de faire le tour de la cité. Mais ça, évidemment, avec les travaux, percement du tunnel, des constructions de ponts et des choses de ce type-là, ça coûte très cher. Il y a donc, le théâtre pourrait être une bonne raison d'amener des ressources économiques. Il y a un besoin touristique. À Lausanne, on s'ennuie, les gens ne restent pas, on dit que c'est un lieu pour des cures d'isolement, la ville, enfin... Bref, elle a assez mauvaise réputation. D'autant qu'il y a de la demande, puisqu'il y a du tourisme. Puisque les gens viennent à Lausanne, il y a eu tout ce tourisme anglo-saxon du début du siècle, où les gens allaient voir les Préalpes, ils allaient à Montreux, et puis toute cette espèce de vague romantique du tourisme va se développer tout au long du 19e. À la fin du 19e, on va construire le petit village suisse à Sauvablin avec les chalets. On va construire le lac dans les années 1880. Donc il y a ce côté suisse miniature, ce côté hübsch de la Lausanne de l'époque, avec la construction d'un funiculaire aussi. Alors, il y a des raisons, et puis de construire un théâtre. Mais maintenant, est-ce qu'on va faire un grand théâtre ou un petit théâtre? Vevey vient de construire un en 1868 qui peut accueillir 10% de la population. 600 personnes. Est-ce qu'on va faire une salle de 2500 places pour accueillir 10% de la population à Lausanne? Non, Lausanne est très prudente et va décider d'un compromis entre la toute petite salle et la grande. Trop petite cependant, puisqu'ils vont décider pour une salle de 800 places, trop petite pour qu'elle soit viable. Il y a eu des projets de faire des salles de 1600 places, avec l'idée presque socialiste pour l'époque, même si le socialisme n'existait pas encore, de donner ou de vendre très bon marché la moitié des places pour des gens défavorisés. Mais ça ne va pas être retenu, on n'est pas encore dans une dynamique politique réellement sociale. Et puis, où est-ce qu'on va le faire? Alors ça va être le débat, et ça j'en parle pas mal dans le bouquin, des différents projets. Si vous voulez, c'est comme un couplet et des refrains. Alors le couplet, on change chaque fois d'endroit, et puis le refrain, on va à mon nom. On va à mon nom. Et chaque fois, mon nom, c'est non, c'est trop loin, c'est battu par les vents, c'est pas pratique, personne ne viendra. Effectivement, entre mon nom et Bel Air, c'est une forêt. C'est pas du tout pratique. Le seul accès à mon nom, c'est le Grand Chêne, qui n'a de grand d'ailleurs que le nom. Qui n'est pas, et puis sans ça, on considère qu'on est dans une colline totalement perdue, loin de tout. Et donc, on y renonce. On ne veut pas mon nom parce que c'est un bâtiment qui serait au milieu de l'esplanade, donc il faut faire toutes les façades ornementées. C'est-à-dire que si on le fait en ville, on peut le mettre entre des bâtiments, il n'y a qu'une façade à faire, donc ça coûterait moins cher. Par contre, mon nom c'est pratique parce que le terrain ne coûte rien. On aimerait bien aujourd'hui que le terrain coûte rien à mon nom. Mais à l'époque, ça ne coûtait rien, personne ne voulait la légalité. Et puis, c'est facile d'obtenir des autorisations et d'y construire des bâtiments.
finalement, après toute une série de péripéties, un lieu qu'on n'avait absolument pas pensé, c'est le bas de Georgette. On voulait le mettre au haut de l'avenue du Théâtre, à peu près là où il y avait l'Uniprix à l'époque, où il y a la cour aujourd'hui. Mais il y a des oppositions des gens de la rue de Bourg en disant c'est trop haut, il y a une servitude, vous ne pouvez pas construire si haut. On cherche des aménagements et on n'en trouve pas. Et finalement, on se rend compte que cette parcelle, la parcelle où est actuellement l'Opéra de Lausanne, est libre, qu'on peut l'acheter, qu'il n'y a pas trop de complications, qu'on ne va pas aller trop haut parce qu'on est dans la pente et que ça descend sur ce qui n'est pas encore Beau Séjour. Le Beau Séjour sera percé bien après. Donc ce sera un endroit assez pratique. Bon, par contre, il est loin de la ville. Donc c'est un peu avec réticence qu'on va se décider pour cette parcelle. La ville va recevoir, va donner le terrain, elle va fournir le gaz. Ça va être d'ailleurs une des zones qui sera éclairée à l'électricité le plus tôt. Dans les années 1880, on aura déjà l'éclairage parce que comme c'est des riches qui viennent au théâtre, c'est des touristes, il faut faire bonne impression. Alors on va éclairer ça jusqu'à Saint-François. De temps en temps, si le spectacle se prolonge un peu, il y a des réclamations parce que l'éclairage public a été éteint trop tôt. Mais ça va permettre aussi de construire l'avenue de la Gare, de construire l'avenue de Georgette, et puis la montée du théâtre, l'avenue du théâtre. Donc vous avez là cette montée de l'avenue du théâtre avec une très très jolie perspective. Vous amène à Saint-François. Il faut imaginer que ça n'existait absolument pas avant la construction du théâtre. Il y avait déjà l'avenue Unie, parce qu'il y avait une magnifique maison. Il y avait un accès, un chemin, si vous voulez. Mais l'accès sur Vevey se passait par en dessus. C'était Etra qui a continué sur les Mousquines. Par contre, en bas, Rubine, c'était vraiment pas développé. Le quartier n'était pas développé, il s'est développé un peu après. C'est des maisons très 1901, Rubine. C'est pas 19e, c'est fin 19e. Donc c'est dans cette mouvance-là que l'avenue de Rubine va se développer aussi. Si vous regardez les images d'époque du quartier, c'est désert. Vous avez quelques grandes propriétés de maîtres, et c'est tout. Alors, on va construire ce théâtre, ça va coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Le budget, c'est 350 000 balles, donc la commune a décidé de mettre 100 000 francs, mais la facture finale va être à 570 000, donc 60% de plus. Alors, la municipalité va se faire tirer les oreilles par le conseil communal, ça va être la soupe à la grimace après l'inauguration, mais le mal ou le bien est fait et la commune va finalement passer à la casserole. Avec l'idée qu'elle reprendra le théâtre au bout de 50 ans, qui deviendra municipal. Et d'ailleurs, on parlait de théâtre municipal à partir de 1932. Les anciens Lausannois se souviennent que c'est avant qu'on parle d'Opéra de Lausanne, c'était cette appellation contrôlée. Et ça va être un bâtiment immédiatement en déficit. Le bâtiment sera en déficit jusqu'à la fin du siècle, jusqu'au moment où on commencera à donner des subventions. Mais ça n'a rien d'original. Tous les théâtres du canton ont été en déficit. Ce qu'il y a d'assez original, c'est que chaque commune a imaginé qu'elle allait pouvoir faire mieux. Ça n'a pas été le cas. Donc Vevey a ouvert en 68, l'année d'après, il est dans les chiffres rouges, il va être repris. En quelques années de devenir un théâtre communal, il est repris par la commune. Morges coûte 2 fois plus cher que prévu, c'est une catastrophe. Le casino de Montlon, qui sera construit en 1909, c'est théoriquement un casino pour les étrangers, ça doit être une réalisation superbe, on met 35 musiciens, 2 chefs d'orchestre internationaux, c'est une catastrophe. Les Lausannois le boudent, ils ne veulent pas y aller, les touristes n'y vont pas non plus. Donc au bout de quelques années, la commune décide de le reprendre et impose des conditions drastiques. Donc ça ne marche pas la culture au 19e siècle, c'est une utopie, mais c'est une utopie vivace, puisque tout le monde croit que ça va marcher, mais ça ne marche pas. Les Lausannois, en plus, ils n'aiment pas le théâtre, ils aiment le cirque. Donc, chaque fois qu'il y a un spectacle de cirque, ils aiment les musées de cire, ils aiment les attractions, ils aiment les forains, ils aiment ces fêtes populaires, ces spectacles de plein air, tout public. Et le cirque, on en a depuis les années 20. Les Knie arrivent en 1850, d'abord c'est le vieux père Knie, puis il meurt très vite, donc c'est sa veuve qui vient. Et ils dressent leur chapiteau, leur cordes, ils sont spécialistes des cordes et des chevaux parce qu'ils viennent des pays germaniques.
Et les gens adorent ça. Les CNI peuvent rester un mois, ils font recette pendant un mois, ils viennent chaque année. Du coup, le théâtre ne marche pas, et il ne marche surtout pas quand la municipalité a autorisé un cirque pendant les saisons. Ce qui fait que ça provoque des conflits absolument terribles. Et à la fin du 19e siècle, comme à peu près tous les directeurs sont des gens qui louent la salle, qui payent pour venir jouer, pas des gens qu'on engage comme aujourd'hui. Donc, comme les directeurs partent tous quasiment en déficit, certains ils filent à l'anglaise avec leur dette pour pas avoir d'ennui judiciaire, la ville accepte enfin en 1901 d'octroyer 12 000 francs par année à son théâtre. Et pas de bol, c'est le moment où apparaissent les théâtres, les petits théâtres, ce dont je parle là-dedans, les petits théâtres de la Belle Époque qui vont se multiplier entre 1900 et 1910 et qui vont poser énormément de problèmes à la ville de Lausanne, qui aura une trouille énorme de voir ces petits théâtres faire de l'ombre au théâtre qu'elle se décide enfin à subventionner. Alors je vous disais au début de cette présentation que j'avais commencé mon étude pour répondre à deux questions. Lausanne avait-elle toujours bénéficié d'une offre culturelle exceptionnelle? Eh bien, vous aurez compris que la réponse est clairement non. Je vais la développer puisque le troisième bouquin de la série traitera du divertissement des Lausannois au XIXe siècle. Donc je parlerai de ce qu'on peut faire à Lausanne pour briser son ennui. Et on verra bien que le théâtre ne fait pas du tout partie des nécessités lausannoises. Et puis, l'autre question, pourquoi Lausanne bénéficie de cette situation culturelle exceptionnelle? Eh bien, ce sera l'objet du 4e livre, donc je n'y ai pas encore de réponse. Je sais que ça se trouve quelque part dans le XXe siècle, c'est pas avant, c'est dans le XXe siècle, probablement dans la seconde moitié, mais à un moment, l'offre culturelle va s'emballer. Ce qui sera intéressant, c'est de savoir pourquoi, quand et pourquoi elle s'emballe. Moi, je pressens ce boom culturel aux années 70-80, avec la création du théâtre Cléber-Mello, l'arrivée de Philippe Montat, l'arrivée du ballet Béjart, la transformation de la programmation du théâtre de Georgette qui passe d'un théâtre municipal réellement à un opéra avec une vision plus claire de sa destination. On abandonne progressivement les Carcenti qui venaient depuis un demi-siècle en tout cas. Et puis l'arrivée de Mathias Langhoff à Vidi autour de 1989. Probablement cette confluence d'événements ont fait que la politique a explosé à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un et qui a eu envie d'amener les Lausannois à ce niveau culturel? Ça, je ne sais pas encore. Je suppose que c'est Marie-Claude Jecquier ou les gens qui l'ont directement précédé. Oui. Et je crois qu'il faut regarder du côté de la création de l'ERAD, de l'école d'art dramatique, qui a mis beaucoup de gens, beaucoup d'hommes et de femmes de théâtre. Sur le marché? Sur le marché. Les gens ont essayé de s'organiser, d'exister comme collectif, comme troupe. Et puis il y a eu une sorte de, comment dire, la seule troupe vraiment qui a existé de manière, c'est au théâtre Cléber-Mello avec Philippe Montat, mais les autres ont échoué à se constituer. Et il y a vraiment beaucoup de gens à interviewer, à interroger là-dessus, notamment par exemple le directeur, je pense qu'il y a un livre sur cette époque et comment les choses se sont déroulées. Il y a eu les Faunés aussi. Et puis il y a eu il y a eu Apotello, le rôle d'Apotello sur lequel il y a eu des choses qui ont été écrites. Il y a eu le rôle de Paul Passier sans doute, mais on est quand même dans une dynamique théâtrale un peu ancienne pendant les années 60. Et j'ai l'impression que c'est après qu'il se passe des choses. Alors est-ce que c'est le mouvement 68?